Après nous avoir laissé sur une fin plus qu'explosive, Arcane revient avec une suite tout aussi... renversante. Alors rassurez-vous, ici je vais uniquement parler du premier épisode de la saison 2. Une vidéo dédiée à chaque épisode individuellement arrivera bientôt sur la chaîne. YouTube est un petit peu capricieux au sujet de la saison 2, donc je vais probablement devoir utiliser pas mal de screenshots pour éviter d'avoir des problèmes. Du coup, désolé d'avance si le montage est composé en grande partie de screenshots. Histoire de pas vous faire perdre votre temps plus que ça, je vous propose d'attaquer l'analyse de cet épisode directement. Comme on peut le remarquer, cette saison 2 se passe quelques secondes seulement après la fin de la première. Le conseil de Piltover vient de subir une attaque d'envergure et plusieurs conseillers n'ont pas survécu. Parmi les survivants, 3 finiront blessés, dont Victor. Mais la question se pose, comment Victor peut-il être aux portes de la mort alors qu'il était juste à côté de Jace et que celui-ci se porte à merveille? Eh bien, en étant un peu attentif à la fin de la première saison et au tout début de la deuxième, on peut voir que la série veut nous faire comprendre quelque chose au sujet de Mel. Elle a été capable de se protéger, mais pas seulement. La saison 2 s'ouvre avec Jace et Mel dans les bras l'un de l'autre, montrant bien qu'ils étaient collés au moment de l'explosion, alors que ce n'était pas le cas à la fin de la première saison. Pour l'instant, ce n'est pas révélé, mais je pense que Mel peut utiliser un pouvoir de protection, sûrement à base de magie. C'est d'ailleurs probablement le même pouvoir qu'on peut apercevoir plus tard dans l'épisode, juste ici. Une sorte de lumière dorée vient de ses bijoux, le même genre de scintillement qu'on voyait avant l'attaque de Jinx. Cette lumière semble être présente uniquement en cas de danger de mort, puisqu'elle disparaît au moment où l'homme arrête de la mettre en joue avec son arme. Elle cache d'ailleurs bien son jeu, puisque, toujours dans l'épisode 1, Jace se posera la question de savoir comment il a pu s'en sortir indemne alors que son ami Victor est aux portes de la mort, sachant que les deux étaient côte à côte. Elle regardera alors Jace avant de dire qu'il n'y a pas de sens à tout ça, le tout en reculant, comme pour montrer qu'elle ne pense pas vraiment ce qu'elle dit. C'est aussi ici qu'on peut remarquer quelque chose d'intéressant. Quand elle rassure Jace en lui disant qu'elle ne laissera personne dénaturer le rêve de Jace, justement, elle touchera la canne de Victor comme pour symboliser que ce n'était pas juste le rêve de Jace, mais bien celui que partageait Victor. D'ailleurs, pour en revenir au tout début de l'épisode, on peut voir qu'une fois debout, le sol où se trouvaient Mel et Jace est intact alors que tout est détruit autour d'eux, montrant bien que la zone a été protégée d'une certaine façon. Je vais pas trop rentrer dans le détail non plus, mais au moment où la série nous confirme la mort de la mère de Caitlyn, Cassandra, Ambessa arrive sur les lieux. Sa première réaction sera de vérifier l'état de sa fille, de s'assurer qu'elle va bien, et une fois que c'est confirmé, la série nous présente le côté général de guerre d'Ambessa et toute l'expérience qui va avec. On nous la montre prendre en main la suite des opérations et elle n'est pas du tout affectée par le chaos ambiant et donnera même des ordres clairs et précis pour aider les survivants. Elle n'est pas du tout en état de choc comme le sont les autres personnages de cette scène et c'est là qu'on verra Victor. Les larmes montent aux yeux de Jace lorsqu'il est témoin des blessures extrêmement graves de Victor. Il analyse la situation en une fraction de seconde et bien qu'il découvre sur l'instant la transformation physique de son ami, Jace comprendra tout de suite que quelque chose d'étrange avait eu lieu avec l'ex-corps. Il est en mesure de comprendre les travaux de Victor à une vitesse record et d'en déduire que l'ex-corps représente la seule solution pour le sauver. Alors, ça ne dure que 2 frames, mais on comprend ici que Victor n'a jamais oublié ce passage de la première saison. Il savait que l'ex-corps était étrange et surtout dangereux. Seulement, dans la panique, Jace a probablement fait le choix d'ignorer tout ça, sachant qu'il devait choisir à ce moment de laisser son ami mourir ou de tout faire pour le sauver quoi qu'il en coûte. Et on peut aussi le voir ici sur son visage. Le doute remplit l'esprit de Jace quand il découvre l'ex-corps dans un état corrompu et qu'il voit la réaction du corps de Victor et de l'ex-corps. Il décide d'utiliser cette dernière solution pour sauver son ami et quelques frames nous montrent ceci. Pour moi, ça représente quelque chose de bien précis, la mort de Victor. En fin de saison 1, Jace l'avait sauvé d'une tentative de suicide, et ce faisant, Victor lui avait demandé de détruire l'ex-corps pour lui parce qu'il n'en était pas capable. Je pense que cette tentative de suicide avortée symbolisait bien la mort de Victor comme on le connaissait, de ses idées, mais aussi tout ce qui faisait de lui l'homme que beaucoup aimaient. Ici, on veut nous faire comprendre que l'ancien Victor est mort et que la fusion entre lui et l'ex-corps a pris sa place. Mais encore une fois, on peut observer cette scène de corruption propre au néant qu'on voyait déjà dans la saison 1. Mais bon, pour le coup, j'y reviendrai dans d'autres analyses. En parlant d'autres analyses d'ailleurs, c'est ici que le générique commence, et pour le coup, j'ai énormément de choses à dire dessus, donc je vais en faire une vidéo dédiée. Et comme d'hab, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer ça. Du coup, je vous propose de skip le générique et de passer direct après pour l'instant. La série nous présente une version absolument magnifique, bien que profondément triste, de l'enterrement de la mère de Caitlyn, Cassandra.
On peut voir le monde tel que Caitlin le perçoit à ce moment, noir et dénué de couleurs, dénué d'espoir. Les seules choses qu'elle peut encore percevoir comme étant colorées sont sa mère, Vi, et la couleur violette. Alors, ici, plusieurs significations sont possibles. Pour commencer, la couleur violette peut symboliser la royauté, le luxe au sens général. Caitlin venant d'une famille noble, ce n'est pas spécialement surprenant, mais c'est également le vrai nom de Vi, Violette. On peut également voir que son père est toujours présenté sans couleur, comme pour montrer qu'il n'est plus vraiment là, qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même après le décès de sa femme. La seule chose que je ne comprends pas encore, c'est cette image-là. Pourquoi le rouge est bien présent et pourquoi la fleur l'est tout autant? Je reconnais pas la fleur malheureusement, donc si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut, c'est Alex du montage, et grâce à ce GOAT sur Twitter, je peux enfin vous parler de la fleur. Bon, alors je sais, pour vous ça fait 2 secondes, mais pas pour moi, et bon, par contre, le nœud rouge, je sais toujours pas. En gros, la fleur semble être un mix de plusieurs fleurs que l'on a dans la vraie vie, et Runeterra possède des fleurs fictives inspirées de celles-ci. Pour le coup, avec ces nouvelles informations, je penche plus pour une fleur d'amandier, qui est un symbole d'amour porté à un être cher lors d'un enterrement. Hiro ajoutera aussi d'ailleurs qu'en Europe, l'amandier est aussi appelé l'arbre du veilleur, car c'est l'un des arbres à fleurir le plus vite après l'hiver, et qui du coup annonce des jours meilleurs. Le tout me semble parfait pour un enterrement, donc voilà, je voulais rapidement ajouter ça, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On peut voir Vi quitter la scène d'ailleurs, puisqu'elle se sent coupable de l'attaque d'une certaine façon, et donc de la mort de Cassandra. Caitlin arrive à peine à garder son calme et à ne pas craquer sous le poids de l'émotion. En regardant le cercueil, on peut également remarquer qu'elle n'était plus vraiment avec nous, qu'elle était perdue dans sa tête avant de se reprendre et de regarder en direction de son père et de l'officier à côté d'elle. Comme pour donner le signal que c'est le moment pour eux de prendre le cercueil. Le dernier au revoir à sa mère est le moment le plus dur pour elle, comme on peut le voir sur son visage. Elle n'arrive pas à masquer toute cette douleur et j'aimerais dire un immense bravo aux équipes de Fortiche parce qu'ils ont réussi à nous communiquer cette douleur d'une façon magistrale sur absolument tous les aspects. La façon de Caitlin de bouger sa bouche, les yeux, la musique, les couleurs, le mouvement des pétales de fleurs, le décor, tout est absolument parfait et fonctionne main dans la main pour nous délivrer une des scènes les plus tristes d'Arcane. Au moment où le cercueil se referme, on peut voir Caitlin se retenir d'empêcher tout ça pour continuer de voir sa mère. À ce moment, elle n'est plus l'officier qu'on connaît, mais une enfant qui a perdu sa seule et unique mère. C'est aussi à ce moment que Vi se cache le visage. Les forces de Piltover vont ensuite prendre le cercueil avec eux et c'est ici que l'on peut voir que Caitlin fait absolument tout ce qu'elle peut pour honorer sa mère, sa famille et son devoir. Son père n'est toujours pas en couleur, il est abattu par le chagrin et Arcane nous montre ensuite à quel point Caitlin se sent seule, isolée. Une fois sa mère partie, elle est montrée seule à l'image dans une maison immense, froide, sans aucune couleur. Et c'est ici que la transition nous fait comprendre que ce moment ne quitte jamais son esprit. On retrouve Caitlin avec les larmes aux yeux, même si c'est très discret, au milieu de la scène de crime, le siège de sa mère en face d'elle, complètement vide et endommagé. Bon, j'ai pu voir la question posée un peu à droite à gauche, donc je vais en parler ici. Dans la scène qui suit, Mel expliquera que selon Lifos, en place à Piltover, il est impensable d'utiliser l'Hextech en situation de guerre. Mais du coup, c'est quoi un Nifos ? Alors, c'est un peu complexe, mais pour faire très simple, c'est un mot grec qui fait référence aux valeurs morales d'un individu ou d'un groupe, à sa crédibilité et sa force de caractère. Ici, on veut nous dire que selon le code moral de Piltover, il est absolument inconcevable d'utiliser autant de puissance contre le peuple de la basse ville. Avant de passer à la suite, on peut voir qu'ici, Caitlin ouvre plusieurs lettres, avec des symboles bien différents sur chacune. Je pense qu'il s'agit de lettres de clan de Piltover, mais pas seulement, puisque ce symbole me fait penser à Bilgewater par exemple. Et bien que le père de Caitlin envoie plus ou moins Shiva à un moment, montrant qu'elle n'a pas sa place ici, c'est justement avec elle que Caitlin va enfin se lâcher et s'écrouler sous le poids de l'émotion. C'est d'ailleurs la première fois qu'on verra Caitlin pleurer depuis la mort de sa mère. Sur ces 2 plans, on peut aussi remarquer que c'est justement Caitlin qui va faire l'effort d'aller vers Vi, là où cette dernière reste sur ses positions, elle n'a pas changé. Caitlin se reprendra juste après et retournera à sa position initiale dans le plan. La vitre étant symétrique, ça aide quand même pas mal à voir tout ça. Et quand Vi demandera un service à Kate, elle va cette fois avancer vers elle et ne pas rester à sa place. Les mouvements ont un sens et je trouve ça absolument parfait, surtout quand Caitlin va lui répondre qu'elle va l'accompagner, elle avancera également. Les deux se retrouveront donc au milieu, comme pour symboliser un compromis. Un compromis qui sera brisé au moment de la révélation du badge, puisqu'on verra Vi reculer immédiatement avant de quitter la scène. C'est un véritable choc pour elle et on peut largement la comprendre.
Là, pour le coup, j'ai pas besoin de faire une analyse dessus, sinon la vidéo va faire 3 heures. Je vais plutôt vous parler de la scène dans le jardin. Au moment où Kate se confie enfin à quelqu'un, la ventilation s'active, comme pour symboliser qu'elle peut enfin respirer et sortir de ses cauchemars, de son obsession. En anglais d'ailleurs, pour dire qu'on vide son sac, on peut dire venting. Et c'est exactement le même mot pour ventilation. Mais plus elle parle de ce qui se passe dans sa tête, plus la ventilation devient forte, plus la rotation de l'édifice augmente. Le tout symbolise du coup son obsession et son incapacité à s'arrêter au sujet de Jinx. Même Jace en sera surpris d'ailleurs, mais le tout s'arrête au moment où elle parlera de Vi, symbolisant le fait qu'elle est la seule à pouvoir calmer Kate. J'en profite aussi pour dire qu'elle dira qu'elle réalise enfin à quel point c'est facile de détester le peuple de la basse ville à cause d'un seul acte de haine. Et bon, sans spoil pour la suite, cette phrase est importante. Du coup, j'y reviendrai dans les analyses des autres épisodes. Pour continuer, je vous propose de passer à la scène du discours de Mel. J'ai pu voir passer pas mal de questions dessus, donc je vais directement parler de ça. Pourquoi les officiers de Piltover ont laissé passer des gens avec des tenues pareilles? Bon, déjà, tout simplement parce que le père de Caitlyn vient d'Ionia, un continent éloigné très inspiré de l'Asie qu'on connaît, et que ce sont des tenues qui viennent de là-bas, ou tout du moins très inspirées des tenues de là-bas. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le choix de Vi de ne pas rejoindre les forces de Piltover vient d'avoir sa première conséquence. Comme le dit assez souvent Heimerdinger, chaque action provoque une réaction. Les Enforcers ne laissent pas passer Vi, malgré le fait qu'elle ait compris directement ce qu'il se passait, tout simplement parce qu'elle n'a pas l'uniforme. Uniforme qu'elle aurait dû avoir si elle avait accepté la proposition de Caitlyn. Et elle le comprend parfaitement puisque c'est une des raisons qui va faire qu'elle va accepter de rejoindre le groupe de Kate juste après l'attaque. D'ailleurs, bon, autre détail toujours connecté à ça, quand Vi foncera au labo de Jace pour récupérer le marteau, le garde sera apeuré puisqu'à ses yeux, Vi est une habitante de la basse ville et absolument pas du côté de Piltover. Elle n'a donc rien à faire ici et elle n'aurait pas eu ce souci avec la tenue des Enforcers. Au passage, je pense que le mouvement que Rennie fait ici, si j'ai le droit de le montrer directement en animation et pas en screenshot, puisque YouTube va me faire chier. Ce mouvement vient du fait qu'elle a perdu une dent juste avant à cause de Jace. On verra d'ailleurs une référence très marquée au film Shining à ce moment. Juste après, Jace trouvera un petit marteau pour se défendre, l'emblème de sa famille bien évidemment, et j'adore ce petit mouvement qui veut dire « bon bah, on va faire avec hein » quand il entend le bruit de l'arme de Rennie au même moment. On notera que malgré ce désavantage, Jace est loin d'être stupide et attaquera Rennie dans son point mort, à savoir du côté de son œil blessé un peu plus tôt. Mais ça ne suffira pas, et je pense que c'est justement l'une des raisons derrière le choix de Jace d'utiliser l'Hextech à la fin de l'épisode. La basse ville est beaucoup mieux armée que Piltover le pensait, et l'Hextech devient plus ou moins obligatoire pour rivaliser avec tout ça. La blessure dans son dos vient de ça d'ailleurs, et quand on le voit dans sa forge à la fin, il marque un temps d'arrêt, comme pour symboliser un doute dans ses actions, mais le plan met en évidence la blessure sur son dos avant de nous le montrer continuer. Cet incident est l'un des éléments déclencheurs derrière le choix de Jace. Pour en revenir sur la bataille, la série insiste sur le fait que Caitlyn ne rate jamais sa cible. Encore une fois, c'est un détail très important pour la suite. Ici, on peut la voir tirer sur l'arme pour dévier le coup et sauver Vi à la dernière seconde. C'est une précision qui est absolument inhumaine. Caitlyn ne va jamais rater sa cible à partir du moment où elle est maître d'elle-même. Juste après, j'ai pu voir quelques commentaires dire qu'on avait l'impression qu'elle esquivait la main de Vi pour la relever de façon plus froide, en l'attrapant par le poignet. Alors, bon, je sais pas si je suis d'accord avec ça pour être honnête, j'ai l'impression que la main de Vi n'allait pas vraiment vers la main de Caitlyn de base justement, mais bien vers son poignet. Ensuite, les forces d'Ambessa arriveront bizarrement au bon moment pour sauver tout le monde, même si l'attaque de Vi et Jace, ainsi que le dernier tir de Caitlyn, aurait très probablement suffi à terminer ce géant. Petit détail sympa, les bottes de Vi que l'on peut voir ici sont présentes sur l'icône du passif de Janna en jeu. C'est exactement les mêmes bottes qui sont d'ailleurs différentes de celles des Enforcers basiques. La série cache beaucoup de détails comme ça et je vais faire de mon mieux pour vous les montrer dans chaque vidéo. Vers la fin de l'épisode, Vi reprend son rôle de protectrice et va justement aller contre ses principes pour protéger Caitlyn et le monde qu'elle veut défendre. Après quoi, la série va nous révéler beaucoup de choses sur Caitlyn. Pour commencer, ces 3 portraits montrent les anciennes Kiramman, et la première semble venir d'Ionia. Les arbres, par exemple, collent parfaitement. La deuxième semble indiquer pour sa part que la maison Kiramman s'est installée à Piltover,
Et enfin, la dernière nous montre donc Cassandra, au sein même de la cité. Au mur, rapidement, on peut voir une tête de Corbin, l'un des monstres de la jungle dans League of Legends, montrant du coup, encore une fois, cette prouesse au tir et à la chasse des Kiramans. Sur ce globe, on peut voir une carte de Runeterra qui nous montre 7 endroits bien précis à Freljord, et plus tard, on verra aussi ce morceau de carte du côté de Noxus et Ionia. Juste au moment du premier globe, on peut remarquer un papillon violet ici. Bon, j'y reviendrai une autre fois, mais le papillon est quelque chose qui revient beaucoup dans Arcane. Celui-là peut symboliser via sa couleur violette la résurrection spirituelle, le changement ou même la croissance personnelle. Le symbole qu'on pouvait voir dans les trailers et qui ne me disait rien est en fait ici directement sur la clé des Kiramans. Ce n'est donc pas le symbole actuel du clan, mais peut-être bien l'ancien symbole. Il utilise d'ailleurs une sorte d'immense machine avec un système de diapositives pour scanner les anciens journaux. C'est littéralement l'équivalent d'un ordinateur de l'époque. C'est ici qu'on va pouvoir remarquer que la Kiraman précédent Cassandra avait inauguré une sorte de système de ventilation pour protéger la base ville de la pollution de Piltover, allant même jusqu'à utiliser des sortes de masques à gaz de l'époque ressemblant aux masques des médecins de peste, montrant donc bien que cette pollution était vue comme la peste meurtrière et inarrêtable. Le gris, comme le peuple l'appelle, était même perçu comme un monstre, comme un démon. Ce même monstre qu'on verra sur le visage de Caitlyn, nous indiquant du coup qu'elle va devenir ce monstre pour la base ville, mais j'en parlerai dans une autre vidéo pour des raisons évidentes. Le fait d'avoir la chanson « Heavy is the crown » qui signifie que la couronne est lourde, que les responsabilités elles-mêmes sont lourdes, nous montre bien qu'elle n'arrive pas à gérer la pression que demandent ces nouvelles responsabilités. Tout comme Jace qui fait le choix d'armer Piltover avec de l'Hextech. C'est une de ses responsabilités de protéger le peuple de Piltover, mais est-ce que pour autant ça signifie qu'il faut condamner des civils innocents dans la base ville ? Bon, perso je pense pas, mais c'est littéralement le choix qu'il doit affronter. D'ailleurs, dans la scène du jardin, Caitlyn lui dira en parlant de Vi qu'elle pense que ses gants Hextech sont la solution à ses problèmes, et Jace répondra « Et si elle avait raison ?» Ce à quoi Caitlyn dira que l'Hextech les gardera en vie, certes, mais que ce n'est pas ça qui va les sauver. Comme quoi, les deux ont bien changé d'avis. Ici, je pense qu'on a ce qu'on appelle un foreshadowing, à savoir des indices sur la suite des événements implémentés bien en avance. Ici, le conseiller Salo dit « Est-ce que l'une d'entre vous pense encore que notre ennemi n'est qu'une simple déséquilibrée qui agit seule ?» Et au moment de dire une simple déséquilibrée qui agit seule, la caméra se place derrière Caitlyn. Comme pour nous indiquer que plus tard, Caitlyn va finir de cette façon et qu'elle sera donc l'ennemi de Piltover. Et en parlant de foreshadowing, Mel dira que le groupe de Reni a dû avoir de l'aide de quelqu'un d'en haut pour entrer à la cérémonie. Et au moment où elle dira ça, Ambessa sera montré à la caméra. Je vais évidemment rien dire d'autre, puisque ici je ne parle que du premier épisode, mais je trouvais intéressant de souligner ce genre de mise en scène. D'ailleurs, au sujet d'Ambessa, j'aime beaucoup le fait qu'elle a l'air d'apprécier la façon dont Caitlyn arrive pour gérer la situation, en disant, bon, plus ou moins à tout le monde de fermer sa grande gueule. C'est également à ce moment que Mel n'avait plus d'arguments pour empêcher l'utilisation de l'Hextech. On peut la voir être complètement dépassée et apeurée parce qu'elle connaît la guerre. Elle sait que l'utilisation d'une telle arme implique certaines choses. Pour ce qui est de Vi, elle semble ne pas appartenir au reste du groupe. Elle n'est pas à l'aise ici, on le voit clairement, mais je garde ça pour une autre vidéo. Au moment où la série nous montre Victor bouger les yeux, juste avant, on peut voir le vent souffler dans la pièce avec ce plan sur la tasse de Jace. À mes yeux, c'est littéralement pour signifier que le vent du progrès souffle en direction de Victor. Et si on connaît un peu l'histoire de Victor dans League of Legends, le progrès est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Je vais terminer cette analyse sur Singed qu'on nous révèle à la toute fin de l'épisode. Alors, déjà, je ne pense pas qu'il soit à Freljord, malgré la neige, c'est beaucoup trop loin, sauf si la série fera un saut dans le temps plus tard. Je reste flou volontairement ici. En tout cas, on peut voir qu'il chasse un loup, mais pas n'importe lequel. Un Murk Wolf en anglais, qui n'est autre que le loup à 2 têtes qu'on trouve dans la jungle de League of Legends. Encore une fois, une référence très sympa. J'espère que cette analyse vous aura plu, et si c'est le cas, faites-le moi savoir. J'avoue que ça m'aiderait beaucoup de lire votre avis sur mon taf. Je fais tout seul, que ce soit l'écriture, la miniature, les recherches, le montage et bon, évidemment le doublage aussi. Du coup, c'est compliqué pour moi de sortir des analyses sur chaque épisode dans les temps. Lire votre soutien m'aide beaucoup, donc merci pour ça et pour votre patience. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour l'analyse de l'épisode 2.